Monsieur le député, la parole est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, je vais essayer de reprendre où j'étais rendu hier. Je vous parlais, je crois, hier du nombre d'armes à feu estimées en circulation en ce qui concerne les armes d'épaule, d'environ 1 700 000 armes au Québec à enregistrer. Et je vous parlais aussi du nombre de personnes qui sont en possession d'un permis de possession et d'acquisition d'armes à feu, qui sont au nombre d'environ 495 000 au Québec. Je vous disais aussi que dans cette loi, la loi 64, que je ne voyais pas beaucoup d'amélioration en ce qui concerne la sécurité des citoyens, pour plusieurs raisons, dont la première, c'était que l'entreposage de l'arme à feu, comme tel, est encore de nature criminelle si elle est mal entreposée, est encore dans la loi du fédéral et fait en sorte que si elle est mal entreposée, c'est un délit criminel. Maintenant, comment vérifie-t-on l'entreposage de l'arme au Québec? Il n'y a aucune vérification qui se fait, sauf s'il y a une ordonnance de cour pour aller saisir les armes, ou sauf s'il y a une violence conjugale, ou si les policiers sont appelés à intervenir suite à une plainte ou suite à un téléphone. Alors, je me dis, Madame la Présidente, si on ne peut pas faire respecter depuis 2003, si on ne peut pas faire respecter une loi fédérale sur l'entreposage sécuritaire des armes à feu, une question se pose, comment va-t-on faire pour faire respecter une immatriculation des armes à feu? Qui plus est, dans ce projet de loi, l'immatriculation des armes à feu ne fait aucunement, mais aucunement référence au contrôleur des armes à feu. C'est plutôt le directeur de l'État civil qui va s'occuper d'immatriculer les armes à feu. Laissez-moi vous dire, entre un certificat de décès, puis un certificat de mariage, puis un certificat de naissance, puis l'immatriculation d'une 308 Browning, il y a un monde de différence, un monde de différence. Maintenant, comment le directeur de l'État civil, s'il n'y a pas d'arrimage avec le fédéral, avec le permis de possession et d'acquisition d'armes à feu, s'il n'y a aucun arrimage dans ce projet de loi avec le permis de possession et d'acquisition d'armes à feu, comment ce projet de loi va-t-il être valable si la personne qui possède une carabine ou un fusil de chasse et qui n'a pas de permis de possession et d'acquisition d'armes à feu enregistre son arme à feu? Il n'y a rien qui nous dit dans cette loi, absolument rien qui nous dit dans cette loi qu'il y aura un arrimage avec le permis de possession et d'acquisition d'armes à feu. En parlant du permis de possession et d'acquisition d'armes à feu, pour les nombreux spectateurs qui nous écoutent, dans le cadre législatif actuel, sans le projet de loi 64, au Canada, la détention d'un permis émis en vertu de la loi fédérale sur les armes à feu est une condition préalable à la possession ou à l'acquisition d'une arme à feu, quelle qu'elle soit. Détenir une arme à feu sans permis est une infraction criminelle en vertu des articles 91 et 92 du Code criminel. Absence totale de référence dans le projet de loi 64. Les permis sont émis par le contrôleur d'armes à feu des provinces en vertu de la législation fédérale. Les critères d'émission incluent du permis 1. La réussite du cours canadien de sécurité dans l'élément d'armes à feu. Ça ici. Permis d'armes à feu, possession, acquisition. Moi-même. Ensuite, c'est pas tout. Pour avoir ça, ici, ça prend le consentement écrit du conjoint actuel et des conjoints récents. Ça prend l'absence historique de comportements violents, l'absence d'infractions relatives aux armes à feu, l'absence de condamnation pour crimes violents, l'absence de maladie mentale caractérisée par de la violence envers soi-même ou autrui.
Et céder une arme, c'est encore dans criminel, c'est encore dans la loi, céder une arme à feu à une personne qui ne détient pas de permis valide est aussi une infraction criminelle en vertu de l'article 101 du Code criminel. Ça, c'est pour avoir notre permis de possession et d'acquisition. C'est pas tout. Si on veut s'en servir, ça prend un certificat du chasseur et du piégeur. Alors, le certificat du chasseur et des piégeurs, Madame la Présidente, il faut suivre un cours, une journée. Une journée pour le permis d'acquisition de possession, une journée pour le permis de chasseur. Et si on veut extrapoler ça et avoir sur le même permis le droit de chasser à l'arc ou à l'arbalète, une autre journée de cours, Madame la Présidente. Et c'est pas tout. Ça, c'est toutes des armes à feu, là. Si on veut aller à la chasse aux dindons sauvages, une autre journée de cours, Madame la Présidente, parce qu'on prend un 12 pour aller à la chasse aux dindons sauvages, une autre journée de cours pour nous montrer comment ça marche une carabine. Ça fait déjà 3 jours que je passe pour savoir comment ça marche une carabine, avant de pouvoir m'en acheter une. Écoutez, là, tu sais, à un moment donné, quand on parle de contrôle d'armes à feu au Québec, je pense qu'on commence à avoir un contrôle, du moins, des possesseurs d'armes à feu. Et pire que ça, dont vous parlez, quand on tire un orignal, puis il est l'autre bord du bois, il faut aller le chercher en chaloupe, bien, ça prend une carte de conducteur d'embarcation de plaisance, cours que j'ai suivi encore une journée, Madame la Présidente. Alors, pour les chasseurs, comme je suis un chasseur d'occasion, je pense qu'il y a énormément de moyens de savoir que j'ai une carabine, que je vais à la chasse. Parce que pour acheter un permis de chasse, ça prend le certificat du chasseur et ça prend la possession d'armes à feu aussi. Alors, Madame la Présidente, dans la loi, 64, ça, c'est pas important, ça. On n'en parle pas du tout, ça. On n'en parle pas pantoute. Ce qu'on parle, c'est de donner une immatriculation, une arme à feu, qui va servir à quoi? Bien, on va savoir c'est qui a des armes à feu. On peut déjà le savoir, Madame la Présidente, juste par le permis de possession et d'acquisition d'armes à feu. Et quand que je vous dis que pour posséder une arme à feu, il faut avoir le permis d'acquisition et de possession, celui qui ne l'a pas, va-t-il inscrire son arme? Va-t-il se taper 2-3 jours de cours pour pouvoir enregistrer, immatriculer son arme selon la loi 64? Écoutez, là, moi j'appelle ça comme ça, le 16 à pépère qu'on a reçu en héritage, qui est dans le garde-robe, caché à quelque part, puis que la personne a ça, peut-être pour tuer un raton laveur qui vient manger ses poubelles. Écoutez, là, je pense pas qu'il va déclarer son arme à feu, moi. Je pense pas qu'il va déclarer son arme à feu, parce que la personne, et ça, on touche beaucoup, beaucoup d'agriculteurs qui ont tous une arme à feu. Ils ont tous une arme à feu pour protéger leurs biens contre les renards, les coyotes, etc., etc., mais qui n'ont pas le temps d'aller suivre 3 jours de cours pour dire que je suis en règlement pour posséder une arme à feu. Ils l'ont de par les ancêtres, de par la caractéristique d'être un agriculteur, un fermier qui doit défendre son bétail. Est-ce que le fermier va aller suivre un cours de 3 jours pour dire « je vais enregistrer mon arme à feu » ? Ça me surprendrait énormément, Madame la Présidente, énormément. Ça, c'était pour le permis d'acquisition et de possession. Maintenant, c'est quoi la différence entre l'immatriculation d'une arme à feu et la sécurité? L'immatriculation d'une arme à feu, une fois dans votre vie, vous immatriculez une arme, ça rentre à l'état civil, c'est fini. Tant et si longtemps que vous ne vendez pas l'arme ou que vous ne décédez pas et que ça s'en va par héritage légal. Le permis, lui, le permis à tous les 5 ans, c'est à recommencer, encore avec l'enquête que je vous citais tout à l'heure, dans le sens, le conjoint actuel, les conjoints récents, les antécédents judiciaires, les antécédents mentaux, etc., etc. La même enquête recommence par la Sûreté du Québec et la Gendarmerie royale du Canada, à tous les 5 ans. Ça ici, une fois dans votre vie. Et on a tous l'impression, ceux qui ne connaissent pas ça ont tous l'impression
ça va nous sécuriser. L'arme va avoir un numéro. Mais une arme avec un numéro, Madame la Présidente, c'est pas ça qui assure la sécurité. La sécurité, elle vient du possesseur d'armes et non pas de l'arme comme telle. Elle vient de celui ou celle qui s'en sert et non pas du possesseur d'armes. Ce que la loi ne dit pas. La loi est une loi émotionnelle, non rationnelle, Madame la Présidente. L'autre chose, les coûts. Attardons-nous aux coûts. Le registre fédéral était supposé de coûter 2 millions. On était rendu à 2 milliards. Je suis d'accord avec le député de Verchères qui dit « Oui, mais le 2 milliards, là, on partait du permis de possession et d'acquisition, du registre des armes à feu, du registre des armes de poing, etc. » Je suis bien d'accord avec lui. Bien d'accord avec lui. On ne peut pas tout inculquer aux armes d'épaule, le 2 milliards de dollars. Par contre, selon les estimés, les armes d'épaule, on parle des armes d'épaule au niveau canadien, ont coûté à l'intérieur du 2 milliards 250 millions. Ça, c'est en 2006. Avec l'inflation, on est rendu à 300 millions aujourd'hui, facilement. Donc, si ça a coûté 300 millions au niveau canadien, on a 25 des armes au Québec, j'imagine que ça devrait nous coûter 75 millions. On parle de... Écoutez, l'ancienne ministre de la Sécurité publique parlait de 30 millions. L'ancien ministre de la Sécurité publique parlait entre 20 et 30 millions. Et là, l'actuel ministre de la Sécurité publique est rendu à 17 millions. On ne sait pas d'où il va partir, Madame la Présidente. On ne sait absolument rien. Il part comme le fédéral est parti, il part à zéro. Parce que le transfert des données fédérales en ce qui concerne les armes d'épaule, il est inexistant. Il y en a une copie de sauvegarde en cours, comme je l'ai expliqué au début de mon intervention, et cette copie-là ne garantit pas que le Québec va y avoir accès. Ça a été clair, ça a été déclaré par l'avocat qui a défendu le Québec jusqu'en Cour suprême pour le registre des armes à feu. Alors, je me dis, les coûts, comment ça va coûter? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Écoutez, si on me parle de 20 millions, puis plus que ça, pour le maintenir, uniquement pour le maintenir, on parle de 5 à 6 millions, estimés encore annuellement. Annuellement. Alors, je me dis, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est qui qu'on vise avec ça? Et ça, on a de la misère parce que les armes à feu comme telles ne sont pas plus dangereuses qu'une auto, ne sont pas plus dangereuses qu'une hache, qu'un couteau, n'importe quoi qu'une corde qui sert à se pendre. Vous savez que la majorité des suicides au Canada, c'est par pendaison. Un très petit pourcentage par arme à feu d'épaule. Très petit pourcentage. Alors, je me dis, qu'est-ce qu'on veut contrôler au juste? Vous savez, il y a beaucoup de groupes anti-armes à feu qui sont pour le registre et qui sont venus nous dire, écoutez, le registre va permettre, de responsabiliser les propriétaires d'armes. Ah bon? Alors, quand on fouille un peu plus loin et qu'on regarde les accidents par arme à feu, parce qu'on parle de responsabilisation des propriétaires d'armes, alors je vous le donne en mille, depuis une quinzaine d'années, Madame la Présidente, les accidents par arme d'épaule, c'est entre 0 et 3 pas 3 0 et 3 accidents par année. Entre 0 et 3 depuis une quinzaine d'années par année. Donc, je me dis, la responsabilisation des propriétaires d'armes à feu ne doit plus être à faire, à moins que je me trompe. L'autre chose qu'on nous a sorti et que le ministre en a fait quasiment son fer de lance, on immatricule bien les voitures. Ah ben là, j'ai dit, ça va bien aller. Alors, vous allez me dire, vous, Madame la Présidente,
Qui est le plus dangereux sur la route? Une personne qui détient son permis, qui est en état de conduire avec une voiture non immatriculée, ou une voiture immatriculée avec une personne qui n'a pas de permis de conduire et qui n'est pas en état de conduire. Qui est le plus dangereux? Est-ce que l'immatriculation change quelque chose? Est-ce que l'immatriculation d'une voiture a baissé le nombre d'accidents? Est-ce que l'immatriculation d'une voiture a baissé le nombre de personnes qui conduisaient en état d'ébriété? Jamais. Jamais. Ça s'est fait par de la prévention, par de la sensibilisation, par des campagnes d'information. C'est comme ça que ça s'est fait. Et si on prenait cet argent-là qu'on met dans le registre d'armes à feu pour faire une campagne de sensibilisation et de prévention, sur l'entreposage sécuritaire des armes à feu, 2, sur la santé mentale des individus, etc., puis si on mettait plus de prévention là, ça servirait bien plus la sécurité des Québécois et des Québécoises que simplement immatriculer l'arme. Et l'immatriculation des voitures nous le prouve, Madame la Présidente. Ce n'est pas en immatriculant une voiture qu'elle est moins dangereuse. C'est avec des campagnes de sensibilisation, des points de droit aussi en ce qui concerne la conduite en état d'ébriété, etc., etc. C'est comme ça qu'on amène une responsabilisation, puis te dire qu'il y a moins d'accidents, puis que le monde est plus conscient qu'avec un véhicule, c'est dangereux un véhicule parce que ça peut rouler assez vite. Et l'autre chose, et ça, c'est vraiment la goutte qui a fait déborder le vase, puis ça, M. le ministre aussi, là. Si ça peut sauver une vie, si ça peut sauver une vie, lorsqu'on est rendu à défendre un projet de loi en disant que si ça peut sauver une vie, je vais vous dire une chose qui est documentée, puis qui est rattachée à des décès, puis ça, c'est sans équivoque. On va interdire le tabac au Québec, Madame la Présidente. On va être sûr de sauver des vies. On va être certain de sauver des vies. Par contre, dans le registre des armes à feu, j'ai posé la même question à tout le monde. J'ai demandé la question à tous les groupes qui sont venus, à savoir, est-ce qu'il existe des études sur le lien entre un registre d'armes d'épaule et l'augmentation des crimes par armes d'épaule dans le contexte canadien? Les réponses ont toutes été négatives. Il n'y en a pas. C'est hypothétique, si ça peut sauver une vie. Complètement hypothétique. Et on se base là-dessus pour dire, on va faire un projet de loi pour immatriculer les armes, alors qu'on sait très bien que le gouvernement fédéral s'est cassé les dents là-dessus. Si ça peut sauver une vie. Finalement, Madame la Présidente, l'impact positif du registre fédéral n'a pas eu sa place. Et là, on veut commettre la même erreur que le fédéral a fait, dans le sens de dire, on va en installer un. Ça n'améliore pas la sécurité, réellement, ça ne l'améliore pas, mais on va savoir où sont les armes à feu. Et on va savoir aussi, ça va aider les policiers, parce que, écoutez, l'Association des directeurs de la police, la Sûreté municipale, la Sûreté du Québec, ils sont tous venus nous présenter des mémoires qui étaient tous en faveur d'un registre. Par contre, lorsqu'on questionne un peu plus les hommes terrain, au lieu des syndicats de policiers, on a des réponses des fois différentes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, le registre, il ne se fiait pas du tout dessus. Je vous ai expliqué que les Autochtones, le Conseil des CRI, quand ils sont venus ici, nous ont clairement expliqué entre 50 et 70 % des armes sur toute la communauté autochtone étaient non enregistrées. Et c'était de nature criminelle de ne pas les enregistrer. Pensez-vous que de nature civile, ils vont s'énerver avec ça, eux autres-là? Là? Je ne pense pas. Les 3 communautés autochtones qui sont venues ici sont toutes contre le registre tel que formulé dans la loi 64. Toutes les communautés. Et M. le ministre nous a dit là-dessus, « Ah, ça va marcher pareil, je vais m'entendre avec eux autres, je vais m'entendre avec eux autres. »
Je vais vous dire, Madame la Présidente, je ne pense pas que l'entente va être facile. Ils veulent bien contrôler les armes à feu sur leur réserve ou sur leur territoire. Mais par contre, ils veulent être en être le maître d'œuvre, ne pas avoir à dépendre du gouvernement provincial, et ils veulent en être le maître d'œuvre dans le respect de leurs droits fondamentaux ancestraux de chasse et de pêche. Alors, je me dis, pourquoi les policiers sont tous en faveur? Les associations, les policiers sur le terrain? Parce que, Madame la Présidente, lorsqu'il y a des demandes d'intervention dans une résidence pour de la violence conjugale ou un ordre de cour pour aller saisir les armes à feu, ou lorsqu'ils vont saisir de la drogue, ou lorsqu'ils rentrent dans une résidence, ils s'aperçoivent bien souvent que les armes à feu qui sont là, armes d'épaule comme armes de poing, n'ont jamais été enregistrées. Jamais. N'ont jamais été enregistrées. Alors, est-ce que le registre est fiable? Est-ce qu'ils peuvent avoir une certaine confiance que le registre va être fiable? Est-ce qu'ils vont se fier à ça pour faire une intervention? Madame la Présidente, la réponse est non. Ils se préparent toujours comme si la personne était armée lorsqu'ils sont demandés sur les lieux d'une intervention policière. D'autant plus que les associations de policiers sont venues nous dire, parce que c'est effarant de constater que la consultation du registre des armes à feu fédéral, quand on regardait les statistiques, le Québec était la province qui le consultait le moins. Le moins. Alors là, ils sont tous venus nous dire, tous nous expliquer que nous, c'était pas automatique, alors que les autres provinces, c'était automatique, la consultation du registre. Alors, ma question très simple à tout le monde, comment se fait-il que c'était pas automatisé? C'est quoi qui s'est passé? Pourquoi c'était pas automatique comme les autres provinces? Il n'y avait pas de réponse à ça, et le ministre m'a dit qu'il n'y avait pas de réponse à ça non plus. On ne sait pas pourquoi. Par contre, ils sont venus nous dire qu'ils consultaient plus que les autres provinces, pratiquement. Écoutez, Madame la Présidente, lorsque dans une autopatrouille, on vérifie la plaque d'immatriculation d'une voiture, on a automatiquement l'information si le possesseur de la voiture a un permis de possession et d'acquisition d'armes à feu. C'est automatique. Il n'y avait pas besoin d'aller sur le registre, Madame la Présidente, parce que l'important, c'est pas de savoir comment il y a d'armes à feu dans la maison, qu'il y en ait une ou qu'il y en ait 20. La personne qui veut l'utiliser a juste 2 bras. Alors, il va en utiliser une à la fois. Et on va savoir laquelle, même s'il y a un registre, on va savoir laquelle lorsqu'on va interférer avec l'individu. C'est pas bien compliqué, ça. Mettons qu'il y en a 20, il y a un 12 à pompe, puis il y a une 308 et une Browning. C'est quoi que ça change dans le travail des policiers, ça? Ça change absolument rien. Absolument rien. Ils vont intervenir comme si la personne était armée. Bien souvent, elle ne l'est pas. Elle n'est pas armée. Cas de violence conjugale, ça ne veut pas dire que la personne est armée, mais ils savent qu'il y a un permis de possession et d'acquisition d'armes à feu. Alors, ils vont se comporter en conséquence. C'est ça. Alors, c'est lorsque je dis que ce projet de loi-là, et écoutez, là, moi, je compatis avec les victimes de Polytechnique, je compatis avec toutes les victimes. Toutes les victimes. Je compatis avec Anastasia Dessoussa, qui, en passant, je le répète, l'arme était enregistrée à la tuerie de Dawson. L'arme était enregistrée, j'ose vous le faire remarquer. Mais le projet de loi 64 ne vient pas améliorer la sécurité des individus au Québec. Une autre chose, et là, je ne suis pas, Madame la Présidente, je ne veux pas qu'on me voie comme le porte-parole de tous contre un registre. Je ne suis pas un défenseur de tous contre un registre. Puis je ne suis pas un défenseur qui sont absolument pour le registre. Moi, je suis simplement un député, ici, un législateur, si on veut, qui doit être le plus rationnel possible. C'est ça mon rôle.
On m'a élu pour ça, pour être rationnel, pas émotif, puis pas prendre des décisions sur le coup d'émotion. Regardez ça. Puis lorsqu'il vient le temps d'étudier un projet de loi, on doit le regarder puis en mesurer toutes les implications, en mesurer les coûts, l'efficacité, à qui ça sert, puis comment ça va aller. C'est ça le rôle d'un député. Je suis bien d'accord qu'il y a des tristes événements. Je suis bien d'accord avec ça. Mais est-ce que ces tristes événements-là vont dicter notre conduite en tant que législateur? Je me pose la question. Je suis pour un contrôle des armes à feu. Je suis pour un contrôle d'entreposage des armes à feu pour en limiter l'accessibilité. Par contre, lorsqu'on présente un projet de loi, il faut absolument se dire, est-ce que le projet de loi, ça sera efficient? La mise en place du registre va-t-elle améliorer le contrôle des armes à feu? Je ne sais pas. Puis est-ce que l'implantation d'un registre va créer plus de problèmes qu'il n'en règle? Moi, je pense qu'il va en créer plus de problèmes qu'il va en régler. Parce que sur 1 700 000 armes qu'il y a au Québec, il en enregistre 1 600 000. Il en reste 100 000. On ne peut plus se fier au registre. Et comment va-t-on trouver le 100 000 qui reste? Comment on va le trouver? Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique. Ils ont des amendes, ceux-là qui ne l'ont pas enregistré, mais pensez-vous qu'ils vont appeler le ministre de la Sécurité publique ou le directeur de l'État civil pour dire, écoutez, j'ai une arme, envoyez-moi une amende. Voyons. On ne pourra pas toutes les immatriculer, on n'aura jamais la certitude qu'elles sont toutes immatriculées, comme le fédéral l'avait fait. Il n'y avait pas la certitude. Le registre fédéral n'était plus fiable. C'est pour ça qu'il a été abandonné. Les groupes nous ont dit qu'il a été abandonné à cause du méchant Harper et du méchant gouvernement conservateur. C'est faux, Madame la Présidente. C'est un faux débat. Il a été abandonné parce qu'il était plus fiable. Un point, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, Madame la Présidente, moi, j'ai pratiquement fait le tour et je me suis posé des questions. Puis j'ai été en commission parlementaire et tout. J'ai été très neutre. J'ai demandé des choses au ministre, j'ai demandé des choses aux différents groupes, mais on ne m'a jamais fait la preuve. On ne m'a jamais relié une vie sauvée par rapport à un registre d'armes d'épaule du fédéral. Jamais. Il n'y a pas une statistique qui l'a prouvé. Rien. Une absence totale. Nous sommes dans l'hypothétique et nous sommes dans les motifs, Madame la Présidente. Et les motifs, eh bien, mauvaise conseillère à un moment donné. Je ne veux pas, Madame la Présidente, parce que vous savez que mon parti a décidé d'avoir un vote libre sur la question. Et le vote libre, écoutez, ça fait partie de nos institutions. Il y a le député de Verchères qui m'a interpellé hier là-dessus, qui a interpellé ma formation politique sur le vote libre. Ça, je vais y revenir. Parce que dans un système de type parlementaire dominé, un système de type parlementaire comme nous, le vote libre est permis. Et le vote libre fait partie de la démocratie. Et le député de Verchères, qui est venu me dire hier, qui est venu affirmer que le vote libre sur le projet de loi 64, c'est antidémocratique. Les cheveux m'ont redressé sa tête, Madame la Présidente. Mais je me suis dit, pour moi, je ne suis pas au Salon Bleu et je ne suis pas à l'Assemblée nationale. Parce que me faire dire qu'un vote libre, c'est antidémocratique, bien là, j'ai dit, je ne sais pas ce que le député de Verchères a couché la veille, mais en tout cas, je me suis dit, on ne comprend pas la démocratie comme moi, je la comprends. Écoutez, c'est vrai qu'il y a une constante tension qui existe entre l'individualité des députés et la ligne de parti. Oui, il en existe une. Mais par contre, le vote libre doit être permis dans la mesure où c'est un vote moral, comme la loi 64, un projet de loi des députés ou des projets de loi privés. On devrait permettre le vote libre là-dessus.
la discipline de parti devrait regarder, le vote de parti devrait regarder le respect du programme électoral, les questions financières et budgétaires, les remises en question de la confiance du gouvernement, évidemment. Ça, c'est dans le système parlementaire britannique. Et nous faire dire qu'un vote libre sur le projet de loi 64 était non démocratique, bien, je vais vous parler de la démocratie de l'opposition officielle, moi. La démocratie de l'opposition officielle, bien souvent, je vais vous dire que ça conduit à la rivière Kaniapsiko, à Baie James. C'est pour ça qu'ils ont eu le surnom des caribous. Alors, si la démocratie pour l'opposition officielle, c'est de se diriger tous ensemble dans la rivière pour y périr à Kaniapsiko, à la Baie James, alors je leur laisse le terme démocratie avec plaisir, Madame la Présidente. Parce que si c'est ça, la démocratie, et de se faire traiter de caribou parce qu'on ne respecte pas nos concitoyens qui nous ont élus, alors là, je me dis que la démocratie, je leur laisse. Je leur laisse. C'est pas pour moi. C'est pas ma démocratie à moi, Madame la Présidente. Qui plus est, ça devient que même dans les députés de l'opposition officielle, lors du dépôt du projet de loi, il y avait plusieurs députés qui manifestaient une certaine appréhension et qui manifestaient que dans leur comté, les citoyens et citoyennes qui le représentaient n'étaient pas toujours d'accord. Et même là, c'est drôle parce que je regarde les ministres sortants qui retombent députés. Alors, la première réponse qu'ils nous disent, « Je suis ici pour représenter mes citoyens, c'est la base même de la députation, puis c'est ça le travail d'un député et tout, puis... » Ah oui? Ah bien. Alors, le député de Verchères était ministre, puis il est retombé député, comme moi. Mais là, il ce qu'il représente, son parti versus ses citoyens, ou s'il représente ses citoyens versus son parti. Moi, j'ai tout le temps pensé que dans une démocratie, on essaie le plus possible, dans la mesure du possible, je veux bien l'entendre là-dessus, on essaie de représenter nos concitoyens lorsque ça ne met pas en péril le budget ou des questions de confiance et tout. On essaie de représenter nos citoyens versus un projet de loi qui est déposé. Ça ne semble pas être ça dans le pays des caribous, Madame la Présidente. Ça ne semble pas être ça. Ça semble être caribou, caribou un jour, caribou toujours, et allons-y gaiement. Et mes concitoyens qui m'élisent auront à prendre ça, c'est tout. C'est pas comme ça, moi, que j'entrevois la démocratie. Et, Madame la Présidente, je pensais qu'ils seraient tout seuls à l'Assemblée nationale. Bien, ils ne sont plus seuls, Madame la Présidente. Ils ne sont plus seuls. Parce que nous avons, de l'autre côté de cette Chambre, des lapointistes. Des lapointistes, Madame la Présidente. Des lapointistes qui s'en vont et puis qui écoutent une ligne puis qui disent « Bon, bien, c'est notre ligne, c'est notre ligne, c'est notre ligne. » Oui, mais nos citoyens en arrière qui nous ont élus et tout, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ça n'a pas d'importance parce que nous sommes lapointistes. Alors, nous, en tant que deuxième opposition, nous avons les caribous et les lapointistes. Et je suis à peu près certain que vous ne savez pas c'est quoi des lapointistes. Je vais vous l'apprendre avec plaisir. Puis, je vais terminer avec ça, Madame la Présidente. Ça vient d'Ernest Lapointe. Pour ceux-là qui sont férus d'histoire, Ernest Lapointe, ça a été un député fédéral en partie sous Mackenzie King. Il a été élu en 1898 jusqu'en 1941. Et de 1924 à 1941, lors de son décès, il était ministre de la Justice fédérale et lieutenant de Mackenzie King au Québec. Alors, il y a eu une phrase célèbre qui, mon Dieu, j'ai dit, ça s'applique
donc bien ici au gouvernement en place. Parce que, avant même le dépôt du projet de loi, il y a eu une ligne de « Tout le monde va voter pour » par le premier ministre. Et c'est son droit en tant que premier ministre, mais des Lapointistes, c'était comme ça. Et je vous dis, en terminant, Madame la Présidente, c'est quoi un Lapointiste, d'après moi? Alors, Ernest Lapointe a dit, à un moment donné, dans une citation célèbre, « Je ne suis pas Québécois, je ne suis pas Canadien, je suis libéral. » Merci, Madame la Présidente. Alors, je vous remercie, Monsieur le député de Beauce-Nord.